Envole-moi de Valérie Alam aux éditions du Caïman. Plume noire, bec luisant, œil rond. Corbeaux, corneilles, oiseaux du passage entre vie et mort se réunissent dans le ciel. Ils dansent et masquent quelques rayons de soleil. Il est midi pourtant. Sa lumière crue éblouit ceux qui seraient tentés de contempler l'étrange ballet. Corbeaux, corneilles, oiseaux obscurs s'assemblent. Il n'est pas l'heure encore. Ils planent haut, enivrés à l'avance de ce qui suivra. Car c'est ainsi qu'ils s'inscrivent dans le cycle immuable de la nature. Ils entendent son appel, se pressent pour la servir. Ou bien ce sont les dieux des hommes qui les envoient assurer le passage obligé de ces êtres lourdeaux, en équilibre précaire sur leurs pattes trop longues et dépourvues d'ailes. L'homme est terrestre, quelles que soient ses tentatives pour échapper à ses propres limites. Et vu de là-haut, il est petit et fragile. Si fragile qu'il n'y a qu'à attendre. La mort surviendra vite. Alors, corbeaux, corneilles, bec et griffes avides fendront le bleu vibrant du jour prêt à accomplir ce qui doit l'être. Derrière la fenêtre, il y a la nuit. Et dans la nuit, la corneille pose son œil fixe sur lui. Il ne la voit pas, mais il sait qu'elle est là. Il n'a que 9 ans, et dans la prunelle sombre de l'oiseau, il lit sa propre histoire bien avant de la vivre. Dehors, le vent bouscule contre la vitre les branches qui projettent des ombres de fantômes sur les murs qui l'entourent. Il est seul, malgré les autres qui dorment autour et s'agitent sous leurs couvertures rêches. Lui ne rêve jamais, ne fait jamais de cauchemars. Parce que le pire n'est pas dans l'abandon du sommeil. Le pire est à venir, souffle la corneille. Et la peur l'étreint, le contamine tout entier, s'installe à l'intérieur. Elle ne partira plus. Il faudra faire avec, sa vie durant. Alors, il quitte la fenêtre des yeux et se tourne vers les fantômes qui ondulent. « Protégez-moi » supplie-t-il silencieusement. Les ombres continuent à danser dans le fracas de l'orage. Elles ne peuvent rien pour lui, car elles n'existent pas encore. Pas vraiment. Ce sont les ombres de ceux qui vont mourir. « Patience, enfant, patience » craille la corneille. Les morts entendent ton souhait du fond de leur éternité future. Ils viendront à toi quand il sera temps. Souviens-toi alors que tu les as appelés. Et l'enfant hypnotisé se calme enfin, plonge son regard dans la prunelle sombre. Il est prêt, quoi qu'il arrive. De toute façon, il n'a pas le choix. La peur est déjà là. Elle s'impatiente. Il n'aimerait pas que je l'écrive, mais son vrai nom, c'est Michael, pas Mike. Il veut qu'on l'appelle Mike parce qu'il trouve que ça sonne bien, c'est ce qu'il dit. Je suis bien placée pour savoir combien un prénom peut être lourd à porter. Je n'ai jamais vraiment accepté le mien. Même si je m'en fiche comme ça sonne, je veux juste lui faire plaisir. Voilà pourquoi je l'appelle Mike. Un peu aussi parce qu'il me fout les jetons, comme aux autres. Même si je sais qu'il me ferait rien. Mike et moi, on a une relation particulière. On se comprend. Il se moque pas de moi. Il sait que j'ai des difficultés souvent. Même si je fais de mon mieux, quand je dois répondre aux autres, j'ai toujours du mal. Faut que j'écrive et après ça va. Si je peux écrire les réponses, ça me rassure. Quand j'ai pas de papier, je dois les écrire dans ma tête pour réussir à les lire à l'intérieur avant de parler. Maman dit que je n'ai pas prononcé un mot avant l'âge de 4 ans et que même après c'était compliqué. Mais je ne savais pas encore écrire à cette époque. Évidemment, écrire prend du temps. Voilà pourquoi tout le monde dit que je suis lent, attardé. Pourtant, j'ai pas de retard, pas vraiment. C'est juste que ce processus prend un foutu temps, et j'y peux rien. Mais je sais répondre, je connais les réponses, presque toujours. C'est seulement l'écriture dans ma tête. Faut que je passe par là. Mike, lui, il sait. Il me respecte. Il dit même que j'écris mieux que les autres pecnos qui me traitent d'attardé. Moi aussi, je respecte Mike. C'est le seul qui me connaisse aussi bien. Quand il est là, je sais que je ne crains rien. Personne n'oserait me tabasser s'il est dans le coin. Personne n'oserait même y penser. Parce que Mike, il sent ce que les gens ont dans la tête. Pas besoin de l'écrire pour lui, hein. Non, il le sent tout de suite. Et en moins de 2, il vous renverse un homme par terre et pourrait lui fordre le crâne s'il bugle trop fort. Mike aime pas le bruit.
C'est pour ça aussi qu'il est à l'aise avec moi. Quand j'écris, je fais pas de bruit. Et j'écris tout le temps. Je peux pas penser sans écrire. J'y arrive pas. Si j'écris pas, c'est comme s'il y avait des interférences, des crépitements, un bruit de vide à l'intérieur de ma tête, un énorme bruit de ria intolérable. Mike et moi, on a trouvé un équilibre. Tout allait plutôt bien, même, je dirais. Puis, il y a eu cette fille. Je pense qu'elle était déjà atteinte quand on l'a rencontrée. Elle était bien maigre en tout cas. Maigre et affamée, c'est comme ça que je m'en souviens. Elle avait faim de tout. Elle pouvait pas s'en empêcher. Dans l'œil de l'oiseau, il revoit son premier jour à l'internat. Il n'était pas bien grand, pas très costaud non plus. Mais il s'est jeté sur eux. C'était pour les faire taire au début. Le grand brun avait commencé, il s'était approché et avait lancé de façon anodine, comme s'il demandait l'heure. « C'est vrai ce qu'on dit, ta mère est une pute ?» L'enfant, qui n'avait pas de mère, a serré les poings pour leur faire entrer les mots dans la gorge, tout au fond. Il s'est bien battu, mais ils étaient nombreux. Ils l'ont presque tué. Et presque mort, il continua encore à vouloir les frapper. Finalement, il a obtenu ce qu'il voulait. Ils se sont tus. Ils avaient formé un cercle autour de lui et le regardaient donner des coups en l'air avec ce qui lui restait de force. 3 côtes cassées, fracture de la clavicule, rotule déboîtée et commotion cérébrale, mais une rage intacte. Peur de rien. Voilà le nom qu'ils lui ont donné. Mike Peur de rien. On l'a transporté à l'infirmerie puis à l'hôpital. Ce jour-là, davantage qu'un nom, Mike avait gagné le silence. Il maquillait une bagnole volée quand elle a débarqué. Il avait de temps à autre ce genre de contrat. En échange, la bande de mafieux qui sévissait dans ce trafic lui foutait la paix. Mike a hérité de ce deal foireux en même temps qu'il a repris le garage. Donc, elle s'est pointée avec ses cheveux noirs détachés, ses yeux caverneux et ses ongles peints en rouge. Ses doigts effleuraient les parois et les rebords à mesure qu'elle avançait. Le mal dans sa tête devait déjà avoir entamé le nerf optique, j'imagine. Pourtant, ça n'a pas pris longtemps. Elle a tout de suite braqué son regard sur lui. Et sa faim. Oui, sa faim aussi. Il n'y a pas d'autre mot. Qui lui débordait des yeux. De l'étage, on a entendu le vieux gueuler. C'est l'ancien patron du garage. Il a vendu l'affaire à Mike, mais gardé l'appartement. Il n'en sort jamais. Passe de son fauteuil roulant à son lit et vice-versa. C'est Mike qui lui apporte ses courses. Je le connais pas bien, mais je l'aperçois à la fenêtre parfois. Il reste là, des heures, à guetter le moindre mouvement. Ce vieux, je le sens pas. Une sorte de dégoût, je ne sais pas. Il me donne la nausée. Et quand la fille a débarqué, de l'entendre gueuler depuis son perchoir, ça m'a foutu les jetons. Il a braillé des phrases incompréhensibles pendant un bon moment, et Mike serait allé voir, mais il y avait cette fille. Alors il a laissé faire et le vieux a fini par se taire. Ce jour-là, elle a dit qu'elle voulait vendre sa caisse, mais qu'elle ne pouvait pas conduire, donc il fallait qu'il se déplace pour lui faire une estimation. Voir s'il était intéressé. Elle voulait un rendez-vous. Mike a pris son temps avant de répondre et ça m'a étonné parce que d'habitude, c'est plutôt moi qui reste à la traîne. C'était comme s'il feuilletait son agenda dans sa tête, comme s'il en avait des tonnes des rendez-vous. Moi, je voyais bien qu'il observait la fille. C'était pas grand-chose, mais ces quelques secondes qu'il a prises avant de répondre, c'était comme une dernière goulée d'air avant de basculer et de plonger entièrement, sans retour possible. Il devait se revoir le lendemain, donc, pour la voiture. Au moment du rendez-vous, Mike a poireauté une bonne heure dans la rue avant de se tirer. Il avait les mâchoires crispées des mauvais moments. Près de lui, je me taisais encore plus que d'habitude. J'avais même pas mon calepin pour écrire. Je l'avais oublié sur l'établi de l'atelier. Elle s'est pointée à l'atelier vers 17h comme si de rien n'était. On aurait dit qu'elle ne se souvenait plus du rendez-vous. Mais de Mike, ça oui, elle s'en souvenait. C'était un truc étrange. Elle a ressorti le même topo que la veille sur sa bagnole qu'elle voulait vendre, qu'elle ne pouvait plus conduire, qu'il fallait se déplacer pour une estimation. Exactement comme si c'était la première fois. C'est ça qui a empêché Mike de l'envoyer au diable, je suis sûre. Il a froncé les sourcils en la regardant bien droit, pour être sûr qu'elle ne se payait pas sa tête. Mais on voyait bien qu'elle était perdue, avec le bout de ses ongles éraillés qui frôlaient toutes les surfaces et les contours pendant qu'elle se tenait là, devant nous, la tête penchée en attendant une réponse. Alors Mike a dit d'accord. Mais seulement si c'était possible d'y aller sur le champ. Elle était surprise, mais elle a accepté. Ils sont partis tous les deux et moi je suis restée là. Je me sentais bête, mais j'ai pas osé les suivre. Je savais pas trop quoi faire. J'ai juste attrapé le balai et j'ai passé un coup dans l'atelier, et je suis allée m'en griller une dans l'arrière-cour.
Mes mains tremblaient. J'arrêtais pas de feuilleter mon calepin, mais je savais pas quoi écrire. Rien à faire, ça sortait pas. Et dans mon crâne, ça crépitait si fort qu'on aurait dit l'Etna en ébullition. Je savais où était la bagnole en question. Elle devait être à la même place que la veille, vu que la fille disait qu'elle pouvait pas conduire. Enfin, il y avait de bonnes chances pour qu'elle y soit toujours. Quand je me suis retrouvée là, comme ça, à fumer le reste de mon paquet de clopes sur le pavé derrière le garage, sans même rien à écrire, mais avec le cerveau qui tournait à 100 à l'heure, j'ai senti que j'aurais dû y aller, qu'il fallait que j'y sois, pour Mike. Je me suis mis en route. C'était pas bien loin, à 3 pâtés de maison, tout au plus. L'impression que je devais y être s'accentuait avec les secondes qui s'écoulaient, et j'ai commencé à trottiner sans même y prêter attention. C'est en arrivant que j'ai réalisé que je courais carrément. Mike et la fille m'ont dévisagé et ma respiration accélérée m'a paru soudain excessivement bruyante et désordonnée. Impossible à maîtriser. Je me suis pliée en deux en posant mes mains sur mes genoux et j'ai fait une grimace en sentant un craquement dans mon dos. Je ne cours pas souvent. On peut même dire que je suis un gars plutôt statique. Et je crois que Mike m'avait jamais vraiment vu courir jusqu'à présent. Mais il n'a rien dit. Il s'est rapidement retourné vers la caisse dont il faisait le tour et la fille a dû oublier assez vite ma présence. Je suis le genre de mec que les filles oublient facilement. Encore plus quand Mike est là. Je les ai laissés tranquilles, ils parlaient de la bagnole et j'avais sorti mon carnet pour y déverser tout ce qui passait dans ma tête. Je n'ai pas toujours conscience de ce que j'écris. C'est souvent après, lorsque je me relis, que je réalise à quoi je pensais sur le moment. Oui, je sais que c'est bizarre. Bien plus tard, j'ai relu le passage qui correspondait à ce moment-là. Désolée de t'avoir laissé, Mike. J'aurais pas dû. Non, j'aurais pas dû. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Et j'avoue qu'après coup, ça m'a fichu la trouille, cette espèce de conscience que j'avais du danger que courait Mike. Alors qu'à l'époque, j'en savais fichtrement rien. Comment j'aurais pu deviner ?